like a butterfly. Like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un tout nouveau parc d'attractions que je ne connais absolument pas, c'est Liseberg. Nous sommes en Suède pour découvrir ce parc d'attractions qui a ouvert en 1923, donc il y a plus de 100 ans. Il y a plus de 100 ans, vous vous rendez compte l'âge qu'à laquelle a le parc. Et il faut savoir que ce parc est ancré dans la culture des Suédois, des Göteborgais. Nous sommes en plein cœur de la ville de Göteborg, regardez si je tourne ma tête, on est même en plein cœur d'un quartier d'affaires. C'est vous dire à quel point le parc est vraiment en plein centre-ville. Et pourquoi c'est un lieu de vie pour tous les Göteborgais? Il y a énormément d'artistes qui viennent se produire ici très régulièrement. On pense à Elton John, Edith Piaf qui sont notamment venus ici se produire sur les scènes de Liseberg. Cette année encore, bon, beaucoup moins d'artistes internationaux, j'ai l'impression, que les saisons précédentes. Ça reste tout de même un lieu de vie très important pour l'ensemble des Suédois et des habitants de la ville. Alors c'est pas que ça, hein, il y a également énormément d'attractions qu'il y a dans ce parc. On a une énorme colline qui surplombe à peu près la moitié du parc. Donc on a notamment Helix, un très gros coaster de chez McRide qui a ouvert en 2014. On a Liseberg Banane, on a Balder qui est un Wooden Intamin, ça aussi c'est super rare. Plein d'attractions à découvrir qu'on va s'empresser évidemment d'aller tester en rentrant dans Liseberg. D'ailleurs le modèle économique du parc est un petit peu témoin de la façon dont les habitants de la ville vont venir consommer, puisqu'en effet le parc est en mode paper ride, un petit peu comme un jardin d'acclimatation. Bon, avec des coasters sans doute bien plus intéressants, ça cela va de soi. Mais vous avez la possibilité donc d'acheter un bracelet à fonctionnement illimité, c'est-à-dire que vous pouvez consommer toutes les attractions possibles et imaginables du parc. Il y a des passes annuelles également qui sont disponibles, bref tout un tas de modes de consommation différentes. Moi je vous recommanderais bien évidemment d'y aller une journée, prendre un bracelet limité, parce qu'au vu du nombre d'attractions que vous allez voir, on n'est pas du tout à faire un jardin d'acclimatation bis, hein. C'est bien au-delà. D'ailleurs le parc Liseberg appartient à la ville de Göteborg, donc il participe au développement économique de la ville. Donc on n'est pas du tout sur un parc de groupe, on est réellement sur quelque chose d'important pour la ville. D'ailleurs le parc devait disposer cette année du parc aquatique Oceania, mais il a malheureusement brûlé en début de saison en février. Je vous ai annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils allaient reconstruire le parc aquatique, on aurait bien aimé le tester. Bref, je vous propose qu'on se balade dans les allées du parc et qu'on commence par faire les premières attractions. Généralement j'ai toujours tendance à commencer par le fond, et ben c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. On est dans une zone un petit peu mythologie nordique, on est vraiment tout au fond du parc et je vous propose qu'on commence un petit peu par ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette zone? On a tout d'abord Valkyria, il est juste là, en fait c'est une dive machine de chez Bolliger & Mabillard, donc comme Baron à Efteling. C'est une mini dive machine, hein. C'est vrai que je vais pas comparer ça à Sheikha qui lui a des proportions beaucoup plus grosses, on le fera juste après. Je vous propose qu'on aille faire Balder. Balder, il a une histoire très particulière puisque c'est l'un des rares plug and play Intamin en activité, voire même qui a été construit tout court, hein. C'est vrai que des plug and play, c'est relativement récent, hein. Ça date du tout début des années 2000. L'un des plus connus de plug and play, c'est El Toro à Six Flags Great Adventure. Là ici on a un modèle beaucoup plus compact, il est tranquillement niché au fond de sa zone, j'ai envie de dire. Il est absolument magnifique, je vous propose qu'on aille le tester. Mais d'abord je vais vous relater un petit peu ce que c'est qu'un plug and play Intamin, parce que c'est assez particulier comme technologie. La plupart des roller coasters en bois ont pour habitude d'être construits littéralement sur place, que ce soit les GCI, que ce soit les Gravity Group, mais les plug and play Intamin sont conçus bien en amont, sont même d'ailleurs fabriqués bien en amont, puisqu'en fait ce sont des prefabricated tracks qui est censé rendre le coaster bien plus smooth grâce à des technologies d'usinage, va-t-on dire, avancées, bien plus avancées en tout cas que de la construction sur place de Wooden Coaster. Donc allez, on va aller tester Balder. Je pense que vous l'avez remarqué, en tout cas si vous êtes un petit peu affûté, les trains sont donc identiques au RCCA de Parque Warner Madrid. Et oui, Coaster Express, on parle bien de ce coaster là. Bien évidemment, Coaster Express lui a été fabriqué par RCCA et les trains fournis par Intamin. Par contre là, on a affaire à un Intamin 100%, c'est-à-dire que le track que vous voyez juste en dessous, donc les prefabricated tracks, c'était donc fabriqués par le constructeur. Donc on se doute d'une expérience de ride complètement différente au Coaster Express.
s'appelle fabriqué Intamin. Putain, c'est excellent, hein, c'est même incroyable. Donc c'est un cluster qui a ouvert en 2003. Et on sent d'ailleurs que les airtime, c'est des airtime du début des années 2000, un petit peu comme EGF. C'est des pops d'airtime, mais des pops quand même assez longs et qui offrent vraiment des airtime très puissants. C'est même incroyable de se dire ça sur un Wooden. C'est là le Wooden qui offre le plus d'airtime. Vraiment, il est loin d'être avare là-dedans. C'est d'une fluidité vraiment exemplaire. C'est fou de se dire qu'un Wooden peut être aussi smooth, c'est excellent. El Toro qui a des proportions quand même bien plus imposantes, peut-être tout aussi bien. Mais là on est dans un Wooden très compact, un petit peu en mode Twister, Cyclone, voilà ce genre de choses. Par contre il a énormément de soucis techniques. Il y a l'un des deux trains qui a l'air d'avoir une dynamique différente et quelques soucis de freinage qui fait nécessiter aux opérateurs de pousser le train. C'est vrai qu'avec plus de stabilité, j'aurais bien voulu en voir beaucoup des préfabriqués de track. Et c'est complètement différent. Là j'essaye, les sensations sont beaucoup plus intenses là-dedans que dans un MC. Putain mais Balder, voilà là, mais c'est du rodéo ce coaster, hein. Vraiment. Par contre plus il chauffe, plus il devient incroyable. Ces airtime, c'est n'importe nawak. Vraiment c'est la puissance d'un RMC là. On n'est pas dans le twisty bien sûr d'un RMC puisqu'on n'est pas dans cette époque. À tel point que je préfère largement ça à un EGF. Ça envoie du steak mais comme je vous dis c'est du rodéo quoi. Vous attendez chaque boss et chaque boss c'est waouh. Particulièrement celle qui est tout derrière, la plus haute qui est juste derrière la drop. Et cette drop maman vous faites tirer à l'arrière, c'est incroyable. Vous faites décoller sévère, c'est extraordinaire. Bon allez, il est temps d'aller faire la mini dive Valkyria. Bon je vous l'ai dit, hein, c'est une mini dive mais qui est quand même assez longue. Elle fait quasiment 700 mètres. C'est la plus haute également d'Europe. Mais bon, ça reste une mini dive. Il faut savoir qu'avant d'embarquer dans l'attraction, vous devez posséder de lost items ou de sacs. Vous avez donc la possibilité de pouvoir louer des casiers à l'intérieur de la boutique de Valkyria, moyennant 50 centimes en conversion euro, donc à peu près 5 unités de la monnaie locale, uniquement pour un seul ride. Hein. Si vous dépassez le temps d'attente, vous aurez donc un gros surcoût du casier, considérant bien évidemment que la location du casier c'est pas pour la journée. Allez, on va donc rentrer dans l'attraction et aller tester donc ce merveilleux Valkyria qui est l'une des attractions les plus récentes puisqu'elle a ouvert en 2016. Enfin, des gros roller coasters. Ah, quoique c'est vrai qu'il y a Luna quand même qui a ouvert l'année dernière. Bon, Valkyria, sincèrement, c'est pas une franche réussite. Alors c'est vrai qu'il s'intègre très bien à l'environnement, c'est presque indéniable. Et je pense que c'est même adapté à l'iceberg dans le sens que une dive machine, voilà, c'est impressionnant. Ça peut s'inclure dans un petit espace. Les mini dives, hein, c'est vrai que les plus grosses dives, c'est même tout le contraire. C'est vrai que ça reste quand même vachement court. Ça me fait rire les gens qui disent que Valkyria est quand même vachement long, alors qu'à côté Hyperia est plus long et moins avare en sensation. Bon, ça reste du BNM. En fait, pour moi, c'est un looper, quoi, c'est ça. Les mini dives, je les vois comme des loopers BNM que par des réelles dive machines. La chute à 90 degrés est beaucoup plus efficace sur les versions les plus grosses, qui n'est pas forcément le cas ici. Bon, la théma est plutôt sympa, mais on va dire que c'est pas un gros coup de cœur. Pour moi, ça reste un hockey de l'iceberg. Je pense qu'il y aura beaucoup mieux, très sincèrement, lors de cette merveilleuse visite. D'autant plus que cette machine dispose de vestes souples pour les harnais. C'est vraiment pas agréable, hein. C'est les mêmes harnais qu'on retrouve donc sur Phoenix at Overland, soit Armator Park. Bon, même si le système de fixation ne vous retient pas complètement votre torse, vous avez quand même une certaine liberté. Ça reste pas franchement agréable, c'est pour ça que je préfère aussi Baron. Même si Baron est légèrement plus petite, déjà la théma est quand même à tomber par terre. Le système de retenue est quand même meilleur. Ici, il n'a un peu ni l'un ni l'autre, donc c'est pour ça que je vais préférer largement un Baron à un Valkyria. Pour moi, ce Ride Systems de mini dive machine a tellement besoin d'une thématique forte pour vraiment compenser le manque que peut offrir une dive machine aussi courte. La localisation de Valkyria est un emplacement très historique du parc. Je vais vous parler là d'attractions que vous connaissez sans doute très bien. Oui, d'attractions que j'étais notamment déplacé en France. Donc si on remonte un petit peu dans le passé, on a eu une attraction qui s'appelait Hangover. Mais si je vous parle du Triops à Bagatelle, sans doute que ça va vous parler. Puisqu'en effet, le Triops à Bagatelle était pile poil à l'emplacement de Valkyria. C'était un Invertigo Vekoma, enfin ça l'est toujours à Bagatelle. Par contre, il posait énormément de soucis techniques ici à Liseberg. Liseberg a préféré s'en séparer. D'ailleurs, Vekoma en a profité pour faire des modifications sur son lift parce qu'auparavant c'était un lift LSM, désormais c'est un lift complètement classique dans sa localisation nouvelle. Une fois sa séparation avec Hangover et Liseberg a acquéri donc un accelerator coaster Intamin répondant au nom de Canonen, toujours au même emplacement. Canonen a fermé très peu de temps après, je crois quasiment 10 ans plus tard, pour fermer en 2016. Désormais Canonen, qui était donc sur mesure conçu pour Liseberg pour cet emplacement qui est très restreint, est parti donc aux États-Unis à Lost Island Theme Park. Il a été très récemment réouvert. Voilà, c'est pour vous dire à quel point Liseberg
l'iceberg évolue extrêmement vite. Il n'y a pas que cet exemple-là, mais c'est l'exemple qui sera le plus parlant pour tous. Il y a plein d'attractions, plein de vieilleries qui sont parties pour laisser place à des machines beaucoup plus modernes ici à l'iceberg. Donc tout ça tombe très vite au vu du manque de foncier du parc. Mais regardez ce qu'il y a ici, c'est un gyro swing de chez Intamin qui s'appelle Lock. On est toujours dans la zone un petit peu mythologie, c'est très sympa. Celui-ci a donc des lap bars, et oui, c'est vrai qu'on a tendance à connaître les gros harnais vraiment bien dégueulasses comme la version de Bobby Ireland, c'est Sledgehammer, mais celui-ci a l'air quand même d'être bien plus aguicheur, ne serait-ce au niveau de ses statistiques. Il a l'air d'être magnifiquement bien intégré comme beaucoup d'attractions ici à l'iceberg. Je vous propose un petit peu qu'on aille tester Lock. Purée, Lock, c'est génial! Franchement, c'est super. Il y a de la théma dans la file d'attente. Mais regardez-moi ce gros disque. C'est très particulier, c'est vraiment très joli. Non, franchement, le Gyro Swing Intamin, c'est de la très bonne cam, en tout cas bien plus que les versions à Bobby Ireland. Que serait-ce un gros parc d'attractions sans son Eternal Zone pour enfants qui a l'air extrêmement populaire. Alors dans toute cette masse d'attractions, il dispose donc de deux coasters, un coaster d'Hirror qui est vraiment très fun, qui change de Fun Pilot, qui est super fluide, qui a de très bonnes idées. Il y a carrément un saut de flotte qui vous est jeté à la gueule comme ça en arrivant en station, c'est très fun. Et juste à la gauche là, il y en a un beaucoup moins ragoûtant, c'est un Preston & Barbieri. Il est pas très grand, pas très compact, il est très compact, pas très intéressant, et par contre il est bien intégré. Tout au fond de cette même zone, on a Underlandert, qui est un dark ride justement sur le lapin et la lapine. On va les tester, on va voir ce que ça donne. Le ride systems a été fait par Gozetto, un constructeur italien. Je vous avoue que ça donne pas forcément envie dit comme ça, mais déjà ne serait-ce que la façade et l'aspect extérieur de l'attraction donnent très envie. Oh, c'est mignon, c'est chargé en tes mains. Ça vibre, le plancher vibre. Ce qu'il y avait autrefois Bobby Ireland sur Bobby Cage qui ne fonctionne plus maintenant. Et du coup on est vraiment en sous-sol quoi. Là c'était les mines du lapin. Bon bah ce machin c'est super mignon, c'est même très surprenant qu'il n'y ait pas plus de monde. Alors c'est vrai qu'on est tout au fond d'une zone pour enfants, même si elle brasse énormément de monde, cette zone pour enfants, l'entrée se fait très discrète et on se rend pas compte qu'ici il y a un très beau dark ride. Vraiment il y a de très bonnes idées. C'est vrai que le système de transport fait un peu bas de gamme, c'est même pas gênant du tout parce qu'il est assez dynamique pour le coup, il est capable de tourner sur lui-même, de faire des pentes d'accélération. Juste ce qui paraît bas de gamme c'est les assises, mais le reste ça passe nickel, l'ensemble du wagonnet est très détaillé. Toutes les bonnes idées apportées à ce dark ride, la bonne musique, tous les beaux tableaux, les belles scènes, ça en fait de lui un très bon dark ride que je vous recommande chaudement si vous venez à l'iceberg. Même si le débit est pas terrible, le fait qu'il soit mis tout au fond de sa zone, il ne faut pas subir d'être en attente absolument démesurée. Clairement ça vaut bien plus qu'un Opret, Smith, Boomba, Plopsaland. Gozetto a réussi à faire largement mieux que tout ça et on se rend même pas compte des backstage. Il y en a beaucoup des backstage dans le dark ride, mais on se rend absolument pas compte. On est toujours face à du décor physique, face à de l'animation physique. Notre regard est toujours détourné vers quelque part. Le wagon se dirige toujours au bon endroit, aucun souci quoi. Très beau dark ride. On est dans la zone portuaire du parc, j'en profite d'ailleurs pour dire deux mots là de ces deux tours d'Hirror qui sont parfaitement identiques, mais l'aspect esthétique est très complémentaire et j'adore regarder grue plus phare, c'est super beau d'ailleurs, la grue est dynamique. Mais hormis ça, j'en profite pour vous dire que certaines zones du parc sont absolument magnifiques, même si on n'est pas dans la grande théma, la théma s'intègre parfaitement avec l'environnement. Regardez dans une zone portuaire, on a un cours d'eau qui passe juste à côté, c'est absolument splendide. Tout au bout de cette allée, on a l'entrée de Colorado. Oui, je le lis bien, comme ça se prononce. C'est un Rough Ride Intamin. Putain, il y a énormément de bruit qui passe à l'heure. Je suis en train de voir sur notre gauche et ça pète de partout. On va aller tester ce machin. Vous voyez, la déco ici, elle est plutôt pas mal. Énormément boisée, c'est impressionnant. C'est méga stylé. Alors notez que celui-ci du premier abord n'a rien d'exceptionnel. Par contre il a vraiment des éléments très putassiers, notamment celui-ci là avec les petits geysers, très intéressant. Il y a plein d'éléments comme ça très putassiers qui rendent la chose complètement nawak. Et en plus on peut très facilement se doubler entre nous. C'est un très chouette rough ride, vraiment.
Juste ici, on a une grosse pagode avec une longue file d'attente. Tout ça, c'est pour le Flume Ride. C'est vrai qu'il fait un petit peu beau, donc forcément tout le monde a envie d'aller se rafraîchir dans les quelques attractions aquatiques que propose le parc. Celui-ci est assez particulier puisque c'est un Flume Ride Arrow. On peut en retrouver notamment à Busch Gardens Tampa qu'on a déjà testé. C'est vrai que ces trucs-là sont relativement humides, d'autant plus que celui-ci va fermer pour une nouvelle attraction. On ne sait trop quoi. Obsolescence des pièces oblige. Hein. C'est vrai que les vieux Flume Arrow, on trouve de moins en moins de pièces et pour pouvoir les maintenir, c'est extrêmement compliqué. Donc on va aller tester le Flume qui va faire donc sa dernière saison de cette année. On a intérêt à profiter de notre ride. Hein. Et oui, on a affaire à un double embarquement. Alors ça permet au moins d'augmenter la capacité. C'est assez étonnant quand on voit l'âge du Flume en 1973 quand même. Et regardez comment la bûche freine. Si vous regardez bien, il y a l'avant de la bûche qui se lève par rapport au bas. En gros, c'est une plaque qui vient se relever et ça permet à la bûche de freiner. Le courant reste continu. C'est assez particulier quand même, on va pas se mentir. C'est rustique. Mais bon, c'est ça qu'on est venu rechercher. Hein. Allez, c'est parti pour le Flume. Voilà, ça donne envie, hein. Surtout au vu des températures. Alors, je fais carrément doubler par des bûches. Allez, c'est parti. Donc là, on entame la première montée, visiblement. Putain, toute la flotte qui s'amasse sur le tapis comme ça. Ok, première petite descente. T'es en train de accélérer, hein. Qu'est-ce que c'est dehors là? Expliquez-moi. Boum boum boum. On cogne bien contre leur bord. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on soit un minimum mouillé. Putain, la pluie elle est vraiment splendide. Hein. Là, regardez-moi la première version de Valkyria. Par contre c'est bizarre, hein. La peinture, on sent qu'elle emmagasine très bien l'eau, ce qu'il y a ça sur les Flumes. D'ailleurs même la couleur du canal du Flume est très foncé. Oh, c'est super joli. Mais regardez, il y a Helix qui passe juste à droite là. Super joli. Ah oui, on remonte carrément. Ok, nos sous-sailles. Mais du coup, quand est-ce qu'on descend? On n'est pas descendu une seule fois. Est-ce qu'on va la faire en une traite? Je crois qu'on va passer très proche de Luna. Le petit moment coaster qui est ouvert en 2023. Regardez-moi dans les endroits dans lesquels il passe. C'est très exigu. Allez, petit plouf. Ah, regardez, il y a une aire de jeu pour enfants qui est juste au-dessus. C'est trop bien intégré, j'adore. Du coup, là, je suis vraiment en train de réfléchir à ce qui va se passer juste après. Pour un Flume de 73, si on fait une drop comme ça d'un coup, ça va être chaud patate. Ça fait même flipper. Non, on va pas la faire d'un coup quand même. On va pas la faire d'un coup. Non, ça va. Ok, on va la faire en deux fois visiblement. Oh putain, mais d'accord, on n'a même pas de transition. Ah putain. Ah mais il mouille les rois. Et ça repart, ok. Ah oui d'accord, ok, deuxième drop. Attention, alors regardez, il n'y a pas, d'habitude dans les Flumes classiques, il y a des transitions, là la flotte elle part direct, on part direct dans la drop quoi. Il n'y a pas de transition, tapis roulant, nez roulant. Mais il est trop bien ce Flume. Ah c'est dommage qu'il parte quoi. On a les doubles embarquements avec le mécanisme qui est des plus rudimentaires, donc qui est assez efficace. On sent que c'est du rustique, hein. On ferait carrément plus des Flumes comme ça. Par contre ça a de la capa sévère. Déjà que les Flumes de base ça a de la capa, mais alors les Arrow, wow, ça chôme pas du tout avec leur double embarquement. Oh non, c'est un très chouette Flume, superbement bien intégré. C'est très surprenant d'avoir deux drops comme ça d'affilée. D'habitude on s'attend à avoir une petite remontée avant la drop, mais là pas du tout. On enchaîne les drops comme pas permis. On n'a pas le temps de se remettre de la première, que la seconde arrive dans la foulée. Super Flume qui partira malheureusement. Un Flume de 1973, triste. Au détour d'une magnifique rue commerçante, c'est là où vous pourrez retrouver d'ailleurs les boutiques principales, hein. C'est vrai que le parc est agencé un petit peu bizarrement, c'est-à-dire qu'on a des entrées aux extrémités, mais le souci c'est que bon, placer des boutiques principales aux extrémités du parc c'est un peu compliqué, donc l'agencement principal du parc est ici. On a l'Eisbergbahn, alors l'Eisbergbahn, même si je lis en toutes lettres ce qui est écrit, on n'est pas en Allemagne, regardez c'est bien écrit l'Eisbergbahn, alias la banane, il est appelé par beaucoup de coasters fans ainsi. Alors il n'a rien à voir avec une banane, ça ressemble plutôt à une station, voilà une station de petits trains, mais derrière se cache en réalité un Anton Schwarzkopf. Alors c'est un Schwarzkopf extrêmement vieux qui date de 1987, quoique pas si vieux que ça quand même, mais on va dire que tous les Schwarzkopf sont vieux maintenant puisque la compagnie a fait faillite, hein. Je rappelle c'est un constructeur allemand. L'Eisbergbahn a comme particularité d'avoir un débit de fou furieux, il peut emmagasiner plus de 2000 personnes par heure, ce qui est absolument énorme. Je le rappelle, un tout atis en théorie ça crache du 1200, mais il peine à atteindre quand même les 1000 personnes par heure. C'est vous dire à quel point l'Eisbergbahn peut absorber du monde, et pour cause parce qu'il
dispose donc de 5 trains de 22 passagers. Mais ce n'est pas que ça l'Isbergbahn. Ce dernier joue très très bien avec la colline de l'Isberg. Donc je vous propose d'embarquer dans l'Isbergbahn. L'entrée se trouve juste ici. Ça sera dans le merveilleux train Anton Schwarzkopf qui, je le rappelle, est le même constructeur que TK Underground de Wallis Belgium. C'est vite malade ce truc. La fille ne fait littéralement plus avancer. Petite anecdote technique qui ne concernera que les nerds d'entre vous, puisque le système de freinage de l'Isbergbahn est un peu particulier en fait et même différent, puisque les mâchoires de freinage ne sont pas comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils viennent pas compresser le train en se resserrant mais en se desserrant. Malheureusement on va pas pouvoir le voir parce qu'en fait quand le train passe et quand il est freiné, on connaît les trains Schwarzkopf, hein. Ça fait bizarre de ne pas voir ce petit underground parce que regardez, c'est des petits véhicules individuels, pas des véhicules 2 par 2. Alors ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'avoir une vue un peu plus dégagée. Par contre, on a toujours les appuis-têtes, voilà, qui bouchent un petit peu la vue. Je suis assez surpris parce qu'il y a des petites lumières là sur les côtés du train. Même à l'arrière, non mais regardez, putain, c'est stylé, hein. Alors que c'est quand même un vieux coaster, hein. C'est clairement de la lampe à incandescence. C'est pas anodin, hein. Ou alors cette banane, qu'est-ce que ça donne? Sincèrement, pour un vieux bousin comme ça, c'est très rapide, c'est ultra fluide. Niveau confort, il n'y a absolument rien à dire. Je suis très impressionné par déjà la créativité du layout pour son époque. Même si, voilà, d'un œil beaucoup plus moderne, il y aura des choses à améliorer. C'est toujours exceptionnel en fait. L'attraction est toujours très populaire. On sent qu'à certains endroits, voilà, par exemple, cette grosse hélice, on fait littéralement 3 fois le tour. Alors c'est pas du tout répétitif en on-ride, au contraire, on a des points de vitesse et des moments beaucoup plus calmes. On n'enchaîne pas une grosse hélice AG, vous voyez le truc. C'est un petit peu comme l'hélice de Velocicoaster, va-t-on dire. Pas avec les éléments aussi fous de Veloci, mais vous voyez le truc. C'est-à-dire que c'est pas répétitif comme ça en a l'air. On sent que ça a été fait pour essayer de faciliter la construction, parce que c'est vrai que c'est pas évident de construire un coaster comme ça à flanc de colline. Le fait, voilà, de faire une grosse hélice, ça permet de rationaliser les supports, de se dire ok, il va y avoir des fondations là, des fondations là, des fondations là et pas ailleurs. Comme je vous l'ai dit, la fluidité est exemplaire. Le problème que c'est mon Family préféré, vu la vitesse à laquelle c'est pris, et ça fonctionne nickel quoi. C'est assez surprenant quand même, hein. Non mais la banane, c'est validé, hein. C'est excellent. Il y a un truc qui s'appelle Uppswinget. Ne me demandez pas ce que ça veut dire en suédois. Par contre, le nom a l'air très évocateur vis-à-vis du bruit de l'attraction. C'est un Screaming Swing SNS. C'est des flat rides que j'ai beaucoup apprécié, notamment à Fun Spot. C'est vrai que je ne l'ai pas fait à Thorpe Park. C'est compliqué de faire les flat rides à Thorpe Park. Mais bon, là on en profite pour pouvoir faire ce flat ride. Oh là là, ces trucs là, non mais c'est génial. Ce Screaming Swing SNS, ça fait partie de mes flat rides préférés. Et celui-ci d'autant plus, c'est mon préféré. Tout simplement parce qu'il a une vue absolument splendide sur la ville. Faut savoir que voilà, le côté où là où je suis, on est sur la colline. Par contre, de l'autre côté, on est littéralement dans le vide. Et c'est magnifique. Vous prenez ça en pleine face. Vous avez vraiment cette impression de hauteur qui vous prend au trip. En plus des sensations qui sont dingues dans les Screaming Swing SNS. C'est dommage vraiment qu'on en trouve plus énormément parce que c'est d'excellentes machines. Allez, on va passer à la partie supérieure du parc, puisqu'en effet le parc est un petit peu étagé, parce que la moitié du parc est situé sur une colline, et pour cela donc vous avez des escalators qui vous aident à atteindre notamment l'entrée d'Helix et l'atmosphère. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a l'Isbergbahn d'ailleurs qui joue avec cette colline. Bon, je vous propose qu'on embarque dans ces merveilleux escalators pour aller chercher les crédits qui se trouvent là-haut. J'avoue que l'accueil est un petit peu bizarre, hein. C'est assez étrange, donc regardez, mais vraiment tout en haut, et on a l'entrée donc de 2 attractions, Atmosphere et Helix. L'un évidemment le coaster Mac qui est clairement mythique ici, et l'autre une Free Fall Intamin qu'on va bien évidemment faire dès maintenant. Donc je vous propose un petit peu qu'on s'engouffre dans la file d'attente pour aller découvrir Atmosphere. L'histoire un petit peu particulière d'Atmosphere parce qu'en fait c'est une tour d'observation qui a été convertie en Free Fall. Bah écoutez, je vous propose qu'on aille le faire, cette Atmosphere.
l'atmosphère, bon, on va commencer par les points positifs parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Déjà, le fait qu'il soit situé tout en haut de la colline donne l'impression de hauteur bien décuplée. Là, on se rend pas compte, mais on est vraiment tout en haut de la colline. Sa localisation permet au moins de lui faire gagner un bon 50 mètres de hauteur. La mise en abîme est excellente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de son, beaucoup de lumière, on a un petit peu de brume, de fumée. Voilà, la montée en tension est excellente là pour le coup. Il porte très bien son nom. Par contre, la sensation de décrochage est un peu différente d'une Freefall Tower Intamin de base. Je vous l'ai évoqué, c'était une tour d'observation qui avait ouvert en 1990, tour d'observation qui avait Sorai Systems, donc la base est identique. Par contre, l'ensemble de la tour, voilà, tout ce qui est système, etc., était complètement revu. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien, mais la sensation procurée est vraiment différente. En tout cas, pas aussi intense qu'une vraie Freefall de base Intamin qui a été conçue pour ça. Dommage que les sensations ne vont pas avec. Même si pour le commun des mortels, ce serait excellent, s'entend bien. C'est pas la meilleure Freefall qu'on aurait pu espérer au vu du gabarit du machin. On a Helix qui est juste ici, qui est un très gros coaster de chez McRide qui joue énormément avec le terrain. Vous l'avez vu, c'est le coaster vert. Il a été construit en 2014 donc par le constructeur allemand qui a fait également Bluefire, Voltron et même Hyperia. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie sur Hyperia, je vous invite évidemment à aller voir cette vidéo. Cet Helix est très reconnu pour être un coaster vraiment intense, c'est peut-être même le premier coaster intense de chez McRide. Alors évidemment, on a des attentes quand même assez démesurées sur la qualité du coaster. Bah, écoutez, je vous propose qu'on aille dans sa file d'attente et qu'on aille tester donc Helix. Ah ouais, la fille elle est vraiment conceptuelle. C'est tout de béton, de tôle et de musique d'Imascore à toute blinde. Ça y est, nous y voici en station d'Helix avec cette musique presque mythique de Imascore. Voilà, là c'est beau train Mac. Ceux-là ils sont vachement stylés quand même. Par contre, ils ont la particularité d'avoir des ceintures au niveau des lap bars. Donc opérationnellement impose un mouvement supplémentaire qui visiblement n'a pas l'air de faire peur à l'iceberg. Parce que franchement les dispatchs sont très efficaces. Les opérateurs sont 4 en station, ce qui permet vraiment d'obtenir des débits largement corrects. Mais regardez-moi cette drop comme ça, dès la sortie de station. Alors malheureusement le soleil ne permet pas de vous en rendre compte. C'est très efficace. Le train est parti, boum. Pour l'instant ils tournent à 2 trains. Mais à mon avis ils vont pas hésiter à sortir le troisième au vu de l'affluence qu'accueille le parc. Ah, c'est stylé hein. Bon, si la station fait un peu néo-industrielle, c'est assez satisfaisant quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne ce Helix? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il est si bon que ce qu'on me le dit depuis des années? Oui, parce qu'elle a ouvert en 2014, ça commence à faire mine de rien. Et ben, il tient encore toutes ses promesses, le pépère, hein, ça c'est clair et net. C'est vrai que pour des coasters beaucoup plus récents qui ont tendance un petit peu à vibrer, je pense notamment à Voltron Nevera, je pense quand même à Hyperia. Voilà, c'est vrai que Hyperia vibre quand même un petit peu, mais là, Helix, c'est vraiment super fluide et c'est même très étonnant de voir un Mac intense avec une fluidité pareille. C'est fou de se dire ça. Les trains, c'est du Mac, même c'est du Mac plus. On est dans le haut de gamme de chez Mac. Regardez-moi ces belles lumières au niveau du train. On les verra, je pense, beaucoup mieux de nuit. Les sièges sont nickel. Alors là, par contre, on a des ceintures au niveau voilà, de l'entrejambe, au niveau du harnais, qui ralentit un tout petit peu les opérations, mais l'iceberg ne faiblit pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en station. Les harnais étaient un petit peu modifiés pour pouvoir accueillir cette ceinture supplémentaire. On va passer désormais au layout. Déjà, on commence très fort par une petite drop qui fout un sacré airtime à l'arrière, qui donne une dégagée sur vraiment toute la ville. Pour ce qui est de la localisation, vous voyez que ça se poursuit tout au long du layout. Hein. On est vraiment sur une pente et Helix joue extrêmement bien avec les pentes. On n'est pas sur des moments où on est très haut en hauteur par rapport au sol. On est toujours haut en hauteur par rapport justement à cette colline. Un petit peu comme l'iceberg Balan qui est juste à côté. Donc on commence le layout avec quelques petites inversions assez douces quand même, des virages. Là on entame donc le premier launch avec cette inversion-ci que vous voyez juste à votre gauche. Quelques airtails pour arriver sur le gros Batwing qui est en contrebas. Vous voyez en fait le 2 top hat inversé qui est juste ici. Voilà, c'est le Batwing. Le Batwing qui est pas avare quand même en G. Ensuite on arrive sur un second launch qui offre directement deux gros camelback
bien sévère, vraiment digne des airtime à la RTH. C'est fou de se dire qu'en 2014, Max savait nous offrir quand même des airtime aussi dingues. Pour moi, c'est les deux éléments préférés du layout, c'est ces deux airtime. Donc beaucoup de virages à ras du sol avec un turn qui est vraiment très sympa, qui nous éjecte sur le côté. C'est là où vient le pic de G le plus intense du ride. Ensuite, nouveau launch, top à traverser. Vous voyez, le train vient juste de parcourir, top à traverser qui est vraiment très chouette. Deuxième camelback, on plonge bien en sous-sol et on arrive voilà sur ce merveilleux S-turn qui est très sympa, un petit peu à la Taron, voilà sur la fin du layout. On est un petit peu dans cet esprit-ci. Ensuite, on finit via une incline roll pour enfin arriver sur la zone de frein. Donc dans l'ensemble, c'est un chouette parcours qui joue extrêmement bien avec le terrain. Ça peut être un défaut pour certains, pour moi c'est une qualité. Le layout est constant de A à Z, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on reprend son souffle. C'est même fou de se dire ça, c'est-à-dire que dès la station ça envoie du steak et jusque la fin, jusqu'au niveau des freins. Et c'est vrai que d'habitude c'est toujours un peu l'inverse, vous savez, on a toujours un petit moment de flottement au niveau du lift ou même juste avant la zone de launch. Non, là ça envoie direct la patate et ça s'arrête pas du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que tout attisse, malgré le fait que ça commence sévère, on sent qu'il y a quand même quelques petits creux quand même dans la décomposition du layout, tandis que là ça va, mais tout le temps bombardé. Ça fait très prémisse quand même des layouts modernes, mais ça manque de camelback un petit peu inversé ou d'éléments un peu twisty. C'est vrai qu'on aurait bien aimé que le camelback qui soit tout là-haut soit légèrement incliné pour offrir des éléments différents. On sent qu'on est quand même dans la modernité des coasters qu'on a actuellement. On ne montrera pas évidemment le tester de nuit, on a des attentes bien évidemment absolument démesurées quand on voit la qualité de la bestiole. On arrive dans une zone du parc qui a l'air toute mignonne. Regardez-moi cette végétation, c'est super joli. Alors cette zone s'appelle Luna Park. Visiblement elle est inspirée des Luna Park hein. On retrouve toute une panoplie d'attractions assez classiques, notamment un carrousel plus ou moins classique et plus ou moins ragoûtant, les nébulas. Bon, on va pas non plus épiloguer sur les nébulas, par contre il est vraiment très joli visuellement, comme quoi on peut faire des très jolies choses avec ces flat rides, bien qu'à l'intérieur ce soit un peu gerbotron. Mais la Major Ride qui a été inaugurée en 2023 pour les 100 ans du parc, c'est Luna. Alors Luna de son type, ça ne fait pas rêver, c'est un junior boomerang de chez Vekoma. Sa thématique et sa localisation a l'air d'être absolument sublimissime. Donc je vous propose qu'on embarque dans la file d'attente de Luna pour aller tester ce très beau, je l'espère, boomerang coaster Vekoma. Non mais regardez-moi cette station. En fait on est dans un observatoire avec des très belles couleurs bleutées et dorées. Magnifique. Et le train il est d'autant plus magnifique. Ça fait très nouveau train du Space Mountain version MK 1212 avec le design très Jules Vernesque. J'adore. Et regardez là cette petite étagère qui abrite des livres là actuellement. Mais juste en dessous, vous pouvez déposer vos effets personnels, donc c'est un casier en fait. Très bien thématisé. Ouais, l'Iceberg se fout clairement pas de nous. Alors par contre, c'est vrai que le débit est pas terrible. Un train de junior boomerang coaster Vekoma, surtout dans un cadre comme ça, ne peut que être populaire. Un petit peu mon avis sur Luna, cette merveilleuse nouveauté 2023. C'est très joli, hein. Sincèrement c'est très joli. Bon, c'est court et c'est pas trop adapté à l'Iceberg selon moi, soit en termes de capacité, de débit, etc. C'est vrai qu'avoir un train comme ça qui dévale un parcours aussi court, c'est dommage, ça fait quand même un petit peu pas le figure à côté de l'Iceberg Banal. Surtout qu'il est vraiment juste à côté, qu'il a une capacité bien supérieure. Par contre la vue est absolument imprenable. Ça fait un bon complément, mais le problème c'est que l'Iceberg le voit un petit peu comme une Major Ride, ce qui est un peu une erreur. Bon, même si clairement c'est la Major Ride de cette zone là, la zone Luna Park avec Aerospin, etc. C'est une belle attraction, hein, mais c'est juste que la popularité de l'attraction est peut-être trop forte par rapport à ce qu'elle est en capacité d'emmagasiner. C'est fort dommage. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense que ça va vous dire clairement quelque chose. Ça doit même vous rappeler les Skyfly de chez Gerstlauer. C'est normal, puisqu'en effet c'est bien un Skyfly de chez Gerstlauer, mais c'est la toute première génération de Skyfly Gerstlauer qui s'appelle Aerospin ici à Liseberg. C'est pas super intense, pourtant c'est pas vieux, hein, c'est là de 2016. Mais ouais, c'est vrai qu'on sent que c'est pas encore tout à fait au point. Je préfère effectivement la version 2. C'est vrai que les rotations sont très difficiles. Par contre, chose qui est vraiment important à dire à propos de cet Aerospin, c'est la vue qui est absolument splendide. On a vraiment l'impression qu'il gagne 30 à 40 mètres rien que grâce à sa localisation qui est vraiment au bord de la falaise. C'est magnifique. Il fait pas complètement nuit, mais il est temps de s'engager dans la file d'attente de Helix qui affiche quasiment 40 minutes. Chose qui est très importante à savoir, c'est que les files d'attente ferment avant, donc si jamais il y a 40 minutes à Helix, elle va fermer donc 40 minutes avant. Allez, on rentre dans le fameux hall d'Helix. Ça fait un peu penser à celui d'Express à Walibi Holland, c'est-à-dire le Hall of Fame. Allez, let's go, on est donc parti pour Helix.
vrai de vrai, je vais peut-être être méchant, mais j'ai l'impression que ça fait un petit peu hot gas prom amélioré, vous savez. C'est vrai que je suis pas un grand fan de cette file d'attente, bien qu'elle soit un peu originale quand même. Oh, le style que ça a, les lumières vertes comme ça, c'est vrai que la station est quand même pas super jolie de jour, et même toute la section file d'attente, c'est vrai que la palette de couleurs choisie, que ce soit au niveau des éclairages, c'est vraiment bien choisi et bien foutu. Allez, ça y est, se passe le train, on va pouvoir nous, de notre côté, se mettre dans le suivant. Voilà, Helix de nuit, c'est extraordinaire. Non mais regardez-moi cette vue. Je pense que j'aurais dit à presque à chacune des séquences de cette vidéo, mais particulièrement en nocturne, où on a une vue absolument splendide sur toute la ville, sur tout le parc. Vraiment, la localisation du parc est incroyable. C'est clairement l'un des plus gros points forts de l'Iceberg en sortant de ce ride d'Helix. À chaud, il est nerveux, il vibre pas, il est smooth. L'originalité de son layout lui fait une de ses forces. Alors évidemment, les launches sont vraiment pas des meilleurs, hein. C'est vrai qu'on a envie de sortir et de pousser le train, c'est même son plus grand défaut, mais tout le reste c'est vraiment validé côté Helix. Par contre, on a tendance à remarquer quand même une certaine difficulté sur certaines transitions de la part du train, où juste après la petite tongue où on a vraiment le gros pic de G, où on sent que le train voilà, fait un petit à-coup, un petit peu comme dans Voltron Nevera. J'ai l'impression que la capacité des trains arrive à ses limites parfois chez Mack. Voltron on l'atteint tout le temps, ici on l'atteint qu'une seule fois, ça ne rend pas le truc désagréable, mais on sent que le train se dit oh, il se passe un truc. Rien de bien inquiétant, comme je vous le disais, on n'est pas sur Voltron, loin de là. Helix c'est exceptionnel, c'est grandiose, c'est beau. Je pense que ça va flirter le top 10, y rentrer peut-être. Il va falloir que je me pose avec moi-même, mais de toute façon je vous ferai sans doute une vidéo top 10 certainement d'ici la fin de saison, donc évidemment abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer ce top 10. Évidemment abonnez-vous bien sûr pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est pas la fin de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, on a quand même un gros bilan à faire sur le parc dont il y a tant de choses à dire je pense. C'est fort dommage qu'on se fasse un peu jeter dehors par le parc à 22h tout rond. Et encore, hein, même en avance, parce que le parc est juste magnifique de nuit quoi. C'est splendide. Non mais regardez-moi cette zone Luna Park. Moi qui ne trouve aucun intérêt aux nébuleuses d'habitude, c'est très stylé. Mais regardez-moi Balder, il a été éclairé comme un Wooden des années 60-50, c'est super beau. C'est juste dommage qu'il y ait une grosse dalle de béton par terre et qu'il n'y ait peut-être pas eu plus de travail en termes de végétation interne. Ah, la conclusion de l'Iceberg, mama. Alors, on va commencer par l'opérationnel. L'opérationnel, c'est top. C'est vrai qu'on a un système de virtual line comme à Europa Park, ça fonctionne très bien. J'avoue qu'on a carburé quasiment qu'à ça, à tel point qu'on a dû faire 3-4 attractions en file normale. On était toujours à faire de la virtual line. C'est très pratique. C'est exactement le même système. Vous devez vous connecter à l'appli du parc. Les débits sont très bons, que ce soit en file normale ou en virtual line. Franchement, ça dépote. Malgré certaines procédures opératoires assez complexes, on doit ça au niveau des attractions. C'est vrai que Balder, on a comme sur le Goliath, donc une ceinture ventrale plus à la barre, même EGF, hein, quand on voit sur EGF que c'est hyper laborieux, qu'un dispatch dure au moins 3-4 minutes, là Balder ça envoie très vite. La restauration, il y a pas mal de points de restauration, le prix est vraiment abordable puisque malgré le fait qu'on soit en plein centre-ville, il faut aussi que le parc soit attractif, donc les inciter à venir, à consommer dans le parc. C'est une stratégie vraiment intelligente que certains parcs devraient prendre de la graine, je pense notamment à Plopsaland, même au niveau de la qualité de la bouffe, que ce soit du buffet, que ce soit du food court, on a vraiment tout ce qu'il faut. Pour ce qui est de l'ambiance globale du parc, c'est assez indescriptible. Je vais pas miser sur la qualité de la thématique ici, ça c'est clair. En temps normal, je vais peut-être pointer du doigt le fait qu'il n'y ait pas de thématique, ou très peu de thématique, mais le parc est juste agréable au possible. Même si ça brasse du monde, on s'y sent pas oppressé, loin de là, au contraire, avec beaucoup de verdure, avec une belle ambiance, une bonne ambiance. Regarde au niveau des tours, on est en plein quartier d'affaires, et là il y a des gens qui font coucou avec leur téléphone, c'est rigolo. Pour ce qui est des attractions, Balder c'est la plus grande des surprises. Même si Helix, je savais que ça allait être une bonne attraction, Balder, mama, non mais les airtime que vous prenez là-dedans, c'est d'une puissance absolument monstrueuse. Helix, qui est un énorme coaster à flanc de colline, très chouette Mack, qui ne vibre pas, qui a de très bons airtime, qui a de très bons changements de direction, un coaster qui rassemble tout le monde. Finalement, c'est un peu le Shambhala du coin. Bon, même si les sensations sont beaucoup plus intenses dans un Helix que dans un Shambhala, mais par contre, tout le monde va forcément aimer Helix. Il y a des pics d'intensité, mais ces pics d'intensité ont été placés vraiment par Simoni sans avoir un ride trop intense comme peut l'être RTH. Dernière grosse surprise qui était vraiment exceptionnelle selon moi, c'est l'Iceberg Banane, très long Anton Schwarzkopf qui mesure quasiment plus d'1 km 200. Pareil, le fait qu'il soit à flanc de colline rend l'attraction absolument
absolument dingue. Elle dégage un charme fou, tout comme la totalité du parc. Très clairement, Liseberg, ça vaut le déplacement. C'est un très beau parc, il y a plein de choses à faire. Si vous n'aimez pas forcément le parc, vous pouvez aller payer un billet pour aller voir des concerts. Je vous invite à consulter la line-up, ça peut être un très beau combo d'aller à Liseberg et en même temps faire un petit plaisir avec un concert. Grenalund le propose, on a fait une vidéo sur Grenalund. Furudvik également. Les parcs suédois sont vraiment un mode de consommation à part entière. Liseberg en est un parfait exemple. C'en est même impressionnant pour nous, comme un des mortels européens, centraux, j'ai envie de dire. Je trouve malheureusement nos parcs ont tendance à être trop excentrés des villes. C'est des chouettes lieux de vie que l'ensemble des Suédois en profitent parce qu'avoir un parc de cette qualité en plein cœur de ville avec autant d'animation, autant de choses à faire toute l'année, c'est exceptionnel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo à Liseberg. J'espère qu'elle vous aura plu. On a beaucoup apprécié, on a beaucoup aimé. Il y a de grandes chances qu'à la prochaine grande nouveauté on reviendra. Le Flume va partir, sans doute pour laisser place à une autre nouveauté. Et j'ai presque aucun doute quant à la qualité de l'attraction. Voilà, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo à Grenalund. C'est un autre parc suédois en plein cœur de la ville de Stockholm. Le parc est tout petit, mais il y a une quantité astronomique d'attractions au sein du même endroit. Si vous êtes très curieux vis-à-vis de Liseberg, je suis sûr que vous allez apprécier la vidéo à Grenalund qui est un petit peu dans ce même esprit. Avant d'aller la voir d'ailleurs, allez me suivre sur mon compte Instagram pour me suivre dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions. Bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne et abonnez-vous à mon compte Instagram. Voilà, je vous ai recommandé la vidéo à Grenalund, elle est là. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer sur le lien qui va donc apparaître juste à votre droite pour aller voir la vidéo sur Grenalund.